407 drones et 44 missiles russes envoyés sur l'Ukraine pendant la nuit. 4 morts, dont 3 pompiers, plus de 80 blessés et un certain nombre de dégâts matériels, notamment des coupures de courant dans plusieurs régions du pays. Selon le ministère russe de la Défense, ce raid était une réponse directe à l'opération Toile d'araignée du dimanche 1er juin. Et d'ailleurs, le ministère s'en est félicité en estimant que toutes les cibles désignées avaient été touchées. Et ce faisant, le ministère russe assume donc la nature de la riposte, frapper des cibles civiles pour répondre à une opération sur des cibles militaires. Et le tout avec la bénédiction apparente de Donald Trump qui continue de commenter cette guerre avec des propos à la fois contradictoires mais aussi de plus en plus distants. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on s'intéresse évidemment à la riposte russe, mais aussi au travail continu des Ukrainiens de sape de la logistique russe dans la profondeur qui s'intensifie en ce moment. Donc je dis riposte et pas représailles ou revanche, je sais que la différence est ténue, mais j'ai pas envie de donner l'idée que la Russie répondrait à une agression, puisque c'est bel et bien l'Ukraine qui a été envahie en 2022, a fortiori en 2014. Et cette invasion, elle passe par des milliers de crimes de guerre, dont des bombardements insistants sur des zones civiles. Et ça, on le voit bien des images qui nous viennent régulièrement des villes ukrainiennes. J'ai pas envie de dire que les Ukrainiens ne font aucune victime civile, ça serait ridicule, ça serait malhonnête. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne des victimes civiles russes. Et par exemple, au cours du week-end dernier, un train de passagers a déraillé suite à l'explosion d'un pont dans l'oblast de Bryansk, et ça a fait 7 morts et plus de 70 blessés. Ça s'inscrit tout à fait dans la séquence de sabotage menée par les Ukrainiens, et donc ça serait un des derniers exemples de ces victimes civiles collatérales, même si là, dans ce cas précis, les Ukrainiens n'ont pas revendiqué l'explosion du pont, et donc on reste un peu dans le flou par rapport aux responsabilités. De manière générale, il faut voir que la différence réside dans le fait que la Russie est l'agresseur dans cette guerre, et l'Ukraine la victime. L'Ukraine est donc dans une position de légitime défense depuis 2022, a fortiori depuis 2014. Et dans un second temps, il faut voir que les Ukrainiens ont des ressources beaucoup plus limitées que les Russes, et donc ils les concentrent beaucoup plus sur des cibles énergétiques, industrielles et bien sûr militaires. Alors que les Russes, eux, mènent une politique de terreur depuis l'automne 2022 en bombardant les villes ukrainiennes plusieurs fois par semaine. Et donc le ministère russe de la Défense a qualifié ce raid de drones et de missiles sur des villes ukrainiennes cette nuit de réponse à l'opération Toile d'araignée. Et de fait, c'était très intense, mais pourtant ça interroge puisqu'il y a près d'une semaine, la Russie avait envoyé presque 500 drones sur l'Ukraine, alors que là, on parle de 407, et donc on peut vraiment se demander si c'était effectivement là leur réponse ou s'il faut se préparer à autre chose. Sachant, et c'est pour ça que j'aime pas utiliser le terme représailles, que les Russes n'ont pas besoin d'un prétexte pour bombarder l'Ukraine, et ça depuis 2022. En tous les cas, l'attaque de cette nuit démontre que Toile d'araignée n'a pas réduit drastiquement les capacités offensives russes. Et ça, évidemment, on le savait depuis le début, puisque pour bombarder l'Ukraine, les Russes utilisent beaucoup de drones, ils utilisent aussi des missiles Iskander qui sont tirés depuis le sol, ou encore des calibres et des Kinjal qui sont tirés soit par des avions de chasse, soit par ce qui reste de la flotte russe de la mer Noire. Mais en plus, maintenant que la poussière est un peu retombée, on a revu à la baisse le bilan de cette opération Toile d'araignée. Le SBU, les services de sécurité d'Ukraine, s'étaient félicités d'avoir touché plus de 40 avions, mais apparemment on est plutôt en dessous de la moitié, et même si on a accès à des images satellites, on ne comprend pas encore exactement ce qui est endommagé, réparable ou irrémédiablement détruit. En tous les cas, l'impact de Toile d'araignée, c'est pas seulement dans le décompte des pertes, l'impact il est politique, et même Donald Trump en privé, il reconnaît que cette opération était badass, donc en bon français ça pourrait vouloir dire que l'opération a déchiré. L'impact il est psychologique puisque l'opération a écorné encore un peu plus le mythe de la puissance russe et le mythe de l'inviolabilité de sa profondeur stratégique. Et en plus cette opération elle instille le doute puisqu'on ne sait tout simplement pas quelles cartes les Ukrainiens ont encore dans leur manche, comme nous l'a montré par exemple cette opération sous-marine sur le pont de Kerch. Donc ça n'a pas produit les dégâts escomptés, mais c'était quand même une opération qui a été planifiée pendant 8 mois dans le plus grand secret, et qui montre donc que les Ukrainiens ont cette capacité. Et l'impact de Toile d'araignée, il s'est aussi fait sentir sur la logistique, puisqu'on a vu que ça a perturbé certains circuits commerciaux, et évidemment le dispositif militaire russe. Ça a probablement aussi retardé ou annulé certaines opérations que les Russes voulaient mener contre l'Ukraine, puisque les renseignements qui sont disponibles en open source nous indiquent que certains avions étaient chargés de missiles. Et ça, c'est une justification en soi pour que les Ukrainiens continuent à perturber la profondeur russe, et ça s'intensifie ces derniers temps. Et d'ailleurs, il est fort possible que l'opération contre le pont de Kerch s'inscrivait dans un effort plus vaste, puisqu'on a aussi vu une opération contre un pont qui relie le nord de la Crimée au reste
l'est de l'Ukraine continentale, donc en territoire occupé. Il y a d'autres attaques sur des centres logistiques et sur des voies ferroviaires, bon, celles que j'ai mentionnées, mais aussi on en a vu une aujourd'hui au nord de l'Ukraine. On a aussi vu aujourd'hui des frappes très impressionnantes sur des complexes militaires et industriels dans la profondeur russe, notamment à Engels et à Saratov. On voit aussi que le groupe de résistants ukrainiens Atesh, donc notamment très actif dans le sud de l'Ukraine, ils publient de plus en plus sur leurs exploits de sabotage. Et cette intensification vise évidemment à compliquer la logistique russe alors que les Ukrainiens sont en difficulté dans plusieurs secteurs du front. Cette intensification, elle a aussi une dimension politique alors qu'on a assisté à quelques couacs dans le haut commandement ukrainien ces derniers temps. Il faudrait que j'y revienne dans une prochaine vidéo. Et à la fin des fins, ce que cette intensification des opérations dans la profondeur russe nous montre, c'est que ce conflit est revenu à une stricte logique militaire. On est bel et bien sorti de la séquence diplomatique initiée par Donald Trump. Bon, il s'y est pris comme un pied et il n'a obtenu quasiment aucun résultat. Et maintenant, il est clair qu'on n'attend plus grand chose de l'effort de médiation américain. D'ailleurs, Donald Trump lui-même n'en attend plus grand chose, puisqu'il commande de plus en plus cette guerre en tant que spectateur, et il est aussi très pris par ses bisbilles avec Elon Musk. Après l'opération Toile d'araignée, Vladimir Poutine a aussi fermement rejeté la perspective de nouvelles négociations avec les Ukrainiens. Ça, c'est une preuve en passant que l'opération a été un succès et qu'elle a fait du mal à la Russie. Et donc on est reparti sur une logique d'abord et avant tout militaire et non plus diplomatique, à suivre les évolutions sur le terrain jusqu'à ce que l'un des camps arrive à obtenir un avantage potentiellement décisif ou alors que les deux belligérants s'épuisent irrémédiablement dans une guerre d'attrition. Et ça peut durer longtemps puisque, comme je l'ai dit, les Ukrainiens sont en difficulté dans plusieurs secteurs du front, mais ils viennent de prouver à travers l'opération Toile d'araignée contre le pont de Kerch et toutes les opérations de sabotage que j'ai mentionnées, qu'ils savent toucher la Russie en son sein et qu'ils sont loin d'avoir perdu cette guerre. On va continuer à suivre ça sur cette chaîne évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.